Ce soir du nouveau dans les recherches de la jeune femme originaire de Long Island. Nous commençons ce journal avec une révélation concernant cette jeune New-Yorkaise portée disparue. C'est un petit peu un conte de fées entre ces deux jeunes gens. Sur ces photos et vidéos, on n'y voit que du bonheur. C'est une destination rêvée pour une lune de miel. C'est la mer, la montagne, le beau temps. Ils vont passer là, en principe, quelques jours. C'est une affaire où on va de révélation en révélation, quasiment à un rythme quotidien. Il m'a dit de me calmer. Mais je suis calme, j'en peux plus, il m'épuise. Je pense qu'elle est en danger. Elle est peut-être toute seule quelque part, perdue en pleine nature. Elle a besoin d'aide. Tous les ingrédients sont réunis pour que monsieur et madame tout le monde se disent ça pourrait être ma fille. Et tous les Américains vont s'improviser détectives en herbe. Les recherches sont extrêmement délicates parce qu'on est vraiment sur une nature hostile. C'est quand même l'endroit où il y a le plus d'alligators ou caïmans au monde, quoi. Quand les enquêteurs lui disent « Bon, bah, où est Gaby ?» Brian dit « Je parle pas. J'ai le droit au silence. » Là, à ce moment-là, l'affaire, elle devient complètement dingue. Famille Landry, il faut sortir maintenant. Nous sommes là, dans la rue, en soutien à Gaby. Aurore Martin, c'est une très jolie jeune femme. Elle est sportive et elle plaît beaucoup aux hommes. Mark Van Beers a été terriblement séduit par Aurore Martin, qui était une très jolie femme. C'est le coup de foudre. Tous les deux souhaitaient fonder une famille. Elle hurle, elle pleure, elle demande qu'on aille sauver son mari. Elle est vraiment dans un état terrible. Ils vont finir par mettre en doute la crédibilité de cet accident. Je suis rentrée dans la chambre et c'est là où j'étais très étonnée. J'ai vu Aurore qui riait. Et alors là, elle m'a dit non, 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 je suis bien, je suis bien, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Je comprenais pas. Je ne pouvais pas comprendre. Ce qui va interpeller du coup les enquêteurs, c'est qu'ils se disent si Aurore Martin a poussé la voiture dans le ravin, mais avec ses 50 kilos et toute fluette comme elle est, comment a-t-elle fait? Ils pensent à un complice. C'est un beau gosse, bien foutu, bien baraqué, un séducteur par nature. Toutes les filles en tombent amoureuses, c'est un charmeur. Avec le mandat d'arrêt international, les autorités américaines sont mises au courant, le FBI et donc la traque commence. Bonsoir, je vous propose aujourd'hui une émission spéciale de Chronique criminelle, un numéro entièrement consacré aux crimes qui se sont déroulés pendant un voyage en amoureux. Les îles, les grands espaces, la liberté, la lune de miel au soleil. Pour les deux couples que vous allez découvrir ce soir, ces paysages de rêve devaient servir de décor à une insouciante escapade romantique. Mais à chaque fois, pour l'un des deux, ce cadre idyllique s'est transformé en piège mortel. C'est ce que nous allons découvrir ce soir avec ces deux affaires exceptionnelles. Deux romances a priori parfaites, mais qui finissent dans le sang. L'incroyable affaire Mark Van Beers d'abord, l'un des faits divers belges les plus marquants. Le drame s'est déroulé en Corse dans les années 90. Mark, un homme d'affaires bruxellois, y est en voyage de noces avec sa jeune épouse Aurore. Ils ont choisi l'île de Beauté pour ses plages de sable blanc, ses cascades cachées et ses petites routes pittoresques. Si pittoresque qu'un soir, Mark perd le contrôle de sa voiture et plonge dans le ravin. Le jeune marié est tué sur le coup, alors qu'Aurore n'est que légèrement blessée. Un vrai miracle selon les policiers. En Belgique, pourtant, la famille du défunt a des doutes. Leur belle-fille a-t-elle vraiment dit la vérité sur cet accident ? Attendez-vous à des surprises. Mais avant cela, commençons par le drame qui a captivé l'Amérique durant l'été 2021, l'affaire Gaby Petito. Au départ, c'est un vrai conte de fées. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont amoureux et ils ont décidé de parcourir les États-Unis en van, en se filmant tous les jours pour le plus grand bonheur de leurs followers. À l'arrivée, c'est une histoire tragique. Le petit copain de Gaby rentre seul de leur expédition amoureuse. Où se trouve la jeune femme ? Mystère. Alors que s'est-il vraiment passé pendant leur voyage en amoureux ?
Pour le savoir, je vous propose de me suivre dans ce voyage mortel avec ce numéro inédit de Chronique criminelle raconté par Jacques Pradel. Salut, salut et bonjour. Il fait vraiment beau et il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Cette jolie blonde aux yeux bleus, c'est Gabi Petito, une jeune femme solaire et joyeuse que tout le monde connaît, et pour cause. Ce soir du nouveau dans les recherches de la jeune femme originaire de Long Island. Nous commençons ce journal avec une révélation concernant cette jeune New-Yorkaise portée disparue. Et maintenant tout de suite sur ABC. Toujours aucune nouvelle malgré les recherches de Gabi Petito. Gabi avait tout pour être heureuse, mais son destin va basculer un jour d'août 2021 et bouleverser l'Amérique tout entière. Retour sur l'affaire la plus retentissante de ces derniers mois aux États-Unis. Gabi grandit dans un petit paradis, non loin de Manhattan, à Blue Point, une paisible banlieue résidentielle. Vous imaginez des plages de sable fin. On est à quelques kilomètres de New York, mais ce sont quelques kilomètres qui suffisent pour être vraiment dans un décor de carte postale. C'est dans ce cadre idyllique que Gabi passe son enfance au sein d'une grande famille recomposée, entourée de ses 6 demi-frères et sœurs, de ses parents et de ses beaux-parents. Nicole et Joseph, ses parents, se souviennent d'une adolescente facile à vivre, qui aime le sport et les grands espaces. Elle était très active. Elle faisait beaucoup de choses. Elle était très occupée, elle aimait ses amis. Elle avait plein de groupes d'amis. Elle adorait l'école. Elle avait tellement de talent. Elle était heureuse, vraiment heureuse. Elle était du genre, allez viens, laisse-moi te montrer ça. Elle aimait vous embarquer. Allez viens, prenons la voiture, allons faire juste un tour. Allons jeter un œil dehors, allons à la plage, écouter l'océan. Regardez les vagues, le sable, admirer le coucher de soleil, le lever du soleil. Voilà comment elle était. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Gabi passe sa vie sur les réseaux sociaux. Chaque jour, elle poste des photos ou des vidéos d'elle ou de ses activités préférées. L'occasion, à chaque fois, de se mettre en scène et toujours avec le sourire. Gabi, elle est très accro aux réseaux sociaux. Elle passe son temps sur Instagram, TikTok, etc. pour faire parler d'elle. Elle existe aussi dans le réseau social, Gabi. On peut voir en réalité dans ce souci d'être suivi sur les réseaux sociaux un besoin d'être aimé, tout simplement. Elle a envie qu'on l'aime, Gabi. Elle a envie d'avoir des likes. L'Instagram de Gabi Petito, il tranche par rapport à l'Instagram de nombreuses Américaines qui sont fortement marquées par un côté un peu superficiel, un peu fake. Là, on a l'impression d'avoir la vraie Gabi Petito. Elle est fraîche, elle est pimpante, elle est naturelle. Gabi Petito, qui ne sort jamais. Gabi a 16 ans quand elle fait la connaissance d'un certain Brian Laundrie. Il a 1 an de plus qu'elle, et comme la jeune fille, c'est un amoureux de la nature. L'adolescente tombe immédiatement sous le charme. Elle ne le sait pas encore, mais cette rencontre va bouleverser sa vie à jamais. Brian, c'est plutôt le beau jeune homme, plutôt beau garçon, qui a l'air tout à fait sympathique, il est très sportif. Et il se retrouve en réalité sur pas mal de valeurs communes, autour notamment de la nature. Il fait beaucoup d'escalade, ils font beaucoup de sorties communes, et puis petit à petit, l'amour commence à faire son apparition. Dès qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, alors ça va très vite. Ah, c'est un petit peu un conte de fées entre ces 2 jeunes gens. Ils décident assez rapidement de s'installer sous le même toit. Mais à 20 ans à peine, ils n'ont pas encore les moyens de se louer un appartement. Alors ils décident de partir pour la Floride, à Northport, chez les parents de Brian, qui veulent bien les héberger. Nicole et Joseph, eux, sont un peu inquiets, car la Floride, c'est à des milliers de kilomètres de Blue Point. Mais ils apprécient Brian, et finalement, ils cèdent. Du côté des parents de Gabi, on se dit que cette histoire avec Brian est peut-être un peu anticipée.
Mais en même temps, ils ont l'air tous les deux amoureux et ça a l'air très sérieux. On se dit que finalement, ces deux tourtereaux se sont bien trouvés. C'est arrivé assez vite. Mais vous voyez, il semblait gentil. Il était poli, posé. Brian, donc c'est le gendre idéal. C'est un garçon qui est bien élevé, qui inspire la confiance et qui est lui-même très rassurant. Gabby et Brian s'installent donc en Floride. Et moins d'1 an plus tard, ils se fiancent. Mais pas question pour eux de se marier tout de suite. À 22 et 23 ans, ils sont encore très insouciants, ils vivent de petits boulots, profitent de la vie et surtout ils ont un rêve, faire un grand voyage à travers les États-Unis. Ce voyage leur ressemble dans la mesure où les grands espaces, c'est vraiment leur truc, c'est sensationnel. Le road trip, c'est un rite de passage pour les ados américains. C'est inscrit dans la culture américaine depuis presque l'origine du pays. Après les voyages, l'autre grand projet de Gabby, c'est son avenir professionnel. La jeune femme rêve d'être influenceuse et de gagner sa vie grâce à ses posts. Pour Gabby, ce road trip, il représente aussi le début d'une nouvelle ère professionnelle parce que oui, influenceur, c'est devenu un métier aux États-Unis et elle se dit bien qu'en faisant partager ce voyage à des milliers d'Américains, elle va se mettre le pied à l'étrier professionnel. Gabby investit énormément d'espoir dans ce voyage. Peut-être, on pourrait dire presque trop d'espoir parce qu'elle se met la pression d'une certaine façon. C'est vraiment ce voyage qui va être le début de son succès. Son périple avec Brian, c'est l'occasion de se faire connaître et de publier chaque jour de petites vidéos qui racontent leur quotidien. Moi et Brian, on vient juste de se lever et on est prêts. On a fait le lit dans la tente. Je pense que nos projets pour aujourd'hui, c'est juste d'aller se balader dans le coin, traîner dans la tente. Brian fait ses étirements et son yoga du matin. Gabby et Brian ont quitté New York le 2 juillet 2021 à bord de leur van. Destination finale, Portland, dans l'Oregon, où ils ont prévu d'arriver pour Halloween. Une traversée des États-Unis de près de 5000 km qui rime avec aventure et découverte. J'aime le van. Depuis qu'on a quitté New York, j'ai sorti mon hamac qu'une seule fois. Et là, on est dans l'Utah. J'ai de la chance car j'ai pu accrocher mon hamac à un arbre. Nous sommes presque comme dans un désert. Avec très peu d'arbres. À Blue Point, près de Manhattan, Nicole, la maman de Gabby, redoute de voir sa fille faire un aussi long voyage. Je lui ai dit de faire vraiment très attention, d'être vigilante à ce qui l'entoure, de ne faire confiance à personne. Mais je la savais en sécurité, parce qu'elle était avec Brian. Et j'étais sûre que tout irait bien et qu'il prendrait bien soin d'elle. Chaque jour, Nicole suit les aventures de sa fille grâce à Instagram. Et ce qu'elle y voit achève de la rassurer. Les photos qui tombent en ce mois de juillet sur son compte Instagram montrent un couple en plein voyage d'amoureux. Elle est radieuse, elle est au bras de son cher Brian. Ils sont dans des endroits absolument somptueux, dans l'immensité de l'Ouest américain. Tout le chocolat a fondu. C'est une rivière de chocolat. Faites attention, vous ne pouvez pas garder de chocolat dans l'Utah. Pas en juillet. Sur ces photos et vidéos, on n'y voit que du bonheur. À chaque fois qu'il y a un arrêt, etc., ils se prennent en photo, ils font des petites vidéos, ils disent on est là, on est content. Ils sont super mignons. Tous les jours, elle m'envoyait des textos, elle faisait des FaceTime, elle m'envoyait des photos de l'endroit où ils étaient allés. J'adorais recevoir de ses nouvelles. J'étais admirative de ce qu'elle faisait. C'était juste incroyable. Le succès est au rendez-vous pour Gabby. Très vite, son road trip en amoureux est suivi par plus d'1 million d'abonnés. Ses randonnées avec Brian dans les plus beaux parcs du pays captivent ses fans. La jeune fille a réussi son pari.
En fait, ça prend très vite. Et il y a énormément, effectivement, de followers sur Instagram, notamment, qui se mettent à suivre comme un feuilleton toutes ces étapes qui, c'est un fait, font rêver. Des paysages magnifiques, des petits moments de vie postés chaque jour, leur road trip ressemble à un voyage féerique. Mais il va pourtant bientôt virer au cauchemar. Nous sommes fin août 2021. Cela fait maintenant 2 mois que Gaby et Brian sont sur la route. Et chaque jour, les milliers d'abonnés de Gaby attendent avec impatience les vidéos du couple. La jeune fille appelle aussi régulièrement ses parents pour les rassurer et pour leur faire partager sa vie à bord du van. Nicole, la maman de Gaby, reçoit un appel le 25 août 2021. C'est Gaby qui lui dit « Je suis au sein de Teton Park », qui est un parc dans le Wyoming, en plein cœur des Rocheuses. Et elle tient donc à rassurer sa maman en disant que tout va bien. Elle était excitée d'aller visiter cet endroit. Je savais même pas où c'était. Je n'en avais jamais entendu parler. J'ai dit OK, j'ai cherché, j'ai découvert le site. J'étais très heureuse pour elle, ça avait l'air très très beau. C'est le Wyoming tel qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire que c'est à la fois vert, rocailleux, c'est le début des grandes montagnes, de la grande barrière de montagne américaine. Et Gaby, le 25 août, en parle à sa mère en disant « On vient d'arriver là dans le parc du Grand Teton, c'est magnifique, quoi. » Nicole est loin de s'en douter, mais c'est la dernière fois qu'elle entendra la voix de sa fille. Septembre 2021, à Blue Point, près de Manhattan. Nicole est inquiète. Voilà plusieurs jours que Gaby n'a pas donné de nouvelles. En fait, elle ne lui a plus parlé depuis que la jeune fille est arrivée dans le parc du Grand Teton. Lui serait-il arrivé quelque chose ? J'ai envoyé des textos tous les jours, mais j'avais pas de réponse. J'ai vérifié son Instagram et il n'y avait aucune activité. J'ai commencé à appeler son père, j'en ai parlé à Jim. Je leur ai dit que j'étais inquiète. Mais tout le monde me disait « Elle va bien, elle va bien ». Ils sont dans les montagnes et ils n'ont pas de réseau. Elle imagine toutes les hypothèses possibles, notamment le fait bien qu'il n'y aurait pas de réseau en plein milieu d'un parc national. Après tout, c'est tout à fait possible. Nicole se raccroche à l'idée qu'après tout, ils ne peuvent pas communiquer pendant un certain temps. Mais les jours passent et toujours aucune nouvelle. Les deux amoureux ne répondent pas au téléphone et aucune activité non plus sur l'Instagram de Gaby. L'angoisse monte pour Nicole. Elle décide d'alerter la police. Le 11 septembre, la mère de famille se rend au commissariat de Blue Point et l'affaire est immédiatement prise au sérieux. Les policiers sont pas bêtes, ils savent bien qu'une Instagrammeuse, quelqu'un qui veut devenir influenceuse comme on dit, va pas arrêter du jour au lendemain le flot de ses photos. Donc ça, c'est un élément extrêmement inquiétant. On se dit que quelque chose a pu se passer de grave. D'abord, il y a le lieu, on est en plein milieu d'un parc très vaste et très sauvage. Peut-être peut y avoir eu un accident, une chute. On décide donc d'ouvrir une enquête pour une double disparition. C'est le début d'une incroyable affaire qui va enflammer les réseaux sociaux pendant de longues semaines et tenir en haleine l'Amérique tout entière. Les enquêteurs commencent par interroger les parents de Gaby. Nicole leur explique que lors de son dernier appel, le 25 août, Gaby se trouvait avec Brian dans le parc du Grand Teton, dans le Wyoming. C'est le point de départ de l'enquête. Mais les recherches s'annoncent difficiles. C'est un parc national qui fait plus de 1000 km². C'est vraiment gigantesque. Et en fait, lancer des recherches sur un tel territoire aussi étendu, c'est assez compliqué. Il faudrait une logistique en hommes et en matériel vraiment très importante
pour pouvoir quadriller un territoire aussi vaste que celui-là. Impossible à ce stade de mobiliser des équipes sur le terrain. Les enquêteurs doivent en savoir plus sur l'itinéraire précis du couple. Ils décident alors d'interroger les parents de Brian. Peut-être ont-ils plus de nouvelles. Ils se rendent chez eux à Northport. Mais quand ils arrivent sur place, c'est la surprise. Les enquêteurs arrivent en Floride, ils voient les parents, vous savez où est Brian? Et là, le truc de dingue, c'est-à-dire que les parents de Brian disent « Bah oui, il est dans sa chambre ». Et il est rentré le 1er septembre. Donc ça fait 11 jours que Brian est là, 11 jours qu'il ne répond pas au téléphone. Là, les mecs sont depuis 24 heures en urgence absolue pour retrouver ce couple. Et là, d'un coup, les enquêteurs tombent sur Brian dans sa chambre en Floride. Et il est seul. Plus surprenante encore, les enquêteurs apprennent que Brian est revenu avec le van. Il est là, dans le garage de ses parents. Pourquoi est-il rentré seul? Que s'est-il passé entre les deux amoureux? Et surtout, où est Gaby? Les enquêteurs ont beaucoup de questions à poser à Brian. Mais contre toute attente, le jeune homme refuse de répondre. Il n'est pas du tout coopératif, Brian ne dit rien. C'est possible, dans le droit américain, ne pas répondre aux policiers, ne pas s'incriminer soi-même. Eh bien, il réclame le droit au silence. L'enquête prend soudain une nouvelle dimension. Le retour de Brian sans Gaby, et surtout son refus de coopérer, intrigue tout de suite la police. Ce comportement très étrange le place immédiatement sur la liste des suspects. Mais à ce stade, les policiers n'ont aucun élément contre lui. Ils ne peuvent pas le forcer à parler. Rien ne relie Brian à une disparition physique de Gaby. Et donc, la police n'a d'autre moyen que de faire surveiller Brian par des caméras de surveillance. On le suit, on voit s'il ne revient pas à l'endroit où il aurait peut-être ou déposé le corps, ou planqué, elle peut être séquestrée. Enfin, il y a 100 000 suppositions à ce moment-là, on ne sait pas où on va. À Blue Point, c'est au tour des parents de Gaby d'être prévenus du retour de Brian. Lorsque Nicole apprend la nouvelle, elle est sous le choc. Elle fait toute confiance à Brian, Nicole, depuis des années. Donc quand elle apprend qu'il est rentré depuis 11 jours, qu'il ne donne pas de nouvelles, qu'il n'explique rien, elle tombe des nues. Le 11 septembre, quand les enquêteurs sont venus à la maison me dire que Brian et le van étaient en Floride, je me suis écroulée. Parce que je me demandais juste, où est Gaby? Voilà ce que j'ai répondu quand j'ai appris la nouvelle. J'étais très choquée et persuadée qu'il était arrivé quelque chose de grave. Et à partir de ce moment-là, je n'avais qu'une obsession. Retrouver Gaby, c'était notre objectif. On ne dormait plus, on était juste en mode il faut diffuser son visage partout, il faut la retrouver tout de suite. Nicole ne peut pas rester sans rien faire. Il faut qu'elle retrouve sa fille. Alors immédiatement, elle lance un appel à l'aide dans les médias. Je pense qu'elle est en danger. Elle est peut-être toute seule quelque part, perdue en pleine nature. Elle a besoin d'aide. Les parents ont tout à fait conscience que l'une des clés pour retrouver leur fille vivante, c'est les médias et c'est l'aide du public américain. Les Américains ont l'habitude de participer à la recherche des disparus. Alors là, ça va être puissance 10. Les chaînes de télévision locales et même nationales répondent à l'appel. En quelques heures, l'histoire de cette jeune Instagrammeuse qui s'évanouit dans la nature va faire la une de tous les JT et captiver l'Amérique tout entière. Une fille belle, sublime qui disparaît et son potentiel meurtrier qui est chez lui. Et donc on se dit à quel moment il va être coincé, c'est lui, c'est pas lui. Donc tout de suite, c'est une histoire dont on sait qu'elle va feuilletonner, comme on dit. Ça va marcher. Tout à coup, l'Amérique se passionne, quoi. Ça fait les gros titres, c'est l'ouverture de tous les JT, cette histoire.
Ce soir du nouveau dans les recherches de la jeune femme originaire de Long Island. Nous commençons ce journal avec une révélation concernant cette jeune New-Yorkaise portée disparue. Et maintenant tout de suite sur ABC. Toujours aucune nouvelle malgré les recherches de Gabi Petito. Tous les ingrédients sont réunis pour que monsieur et madame tout le monde se reconnaissent dans cette histoire, se disent ça pourrait être ma fille. Donc il y a un phénomène d'identification qui est instantané quasiment dans cette affaire. Gabi, elle a un côté girl next door, la petite fiancée de l'Amérique. Elle inspire immédiatement la sympathie, Gabi. Et tout le monde est inquiet pour elle, tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qu'elle a pu devenir. Alors que depuis 2 jours, l'histoire de Gabi tourne en boucle dans les médias, l'enquête va connaître un nouveau rebondissement. Le FBI vient en effet de recevoir une vidéo de la police de l'Utah tournée au mois d'août. Et les images que les enquêteurs s'apprêtent à visionner vont révéler une toute autre facette du joli voyage en amoureux. Le 12 août, la police de l'Utah est appelée, c'est le fameux 911, par un père de famille qui dit avoir vu un homme gifler une femme sur le bord d'une route de l'Utah. J'appelle pour signaler une dispute de couple. Ils viennent juste de partir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? En passant à côté, on a vu un homme gifler une femme. Il était en train de la gifler? Oui, alors on s'est arrêté. Ils se sont mis à courir sur le trottoir. Il a continué à la taper, et après, il a grimpé dans la voiture, et ils sont partis. Ok, je vais informer les agents. La police de l'Utah dépêche tout de suite 2 voitures de police pour essayer de découvrir s'il y a violence conjugale ou pas. Quelques minutes plus tard, la patrouille repère le van et l'arrête. Munie de caméras embarquées, elle va filmer toute la scène. Ce que le FBI va découvrir sur cet enregistrement est édifiant. Ok, veuillez éteindre votre moteur et poser vos clés sur le tableau de bord. C'est quoi vos noms? Moi, c'est Brian. Gabi. Gabi, Brian? Gabi, Brian, ok, que se passe-t-il? Pourquoi vous pleurez? Je pleure parce qu'on s'est disputé toute la matinée. Des trucs personnels. Vous pouvez sortir du véhicule, s'il vous plaît? Oui. Pour l'agent, c'est très important d'établir s'il y a eu des violences conjugales. Parce que là, c'est la fin du road trip. Le FBI découvre Gabi en larmes. Elle est prise à part par un agent pour être interrogée. Et là, c'est une toute autre histoire qui se dessine. 2 personnes nous ont appelés et nous ont dit qu'ils avaient vu Brian vous frapper. Ces 2 personnes ont dit qu'ils vous avaient frappé. Pour être honnête, c'est moi qui l'ai frappé en premier. Où l'avez-vous frappé? Je l'ai giflé au visage. Vous l'avez giflé en premier sur le visage? Il n'arrêtait pas de me dire de me taire. Mais est-ce qu'il vous a frappé quand même? Je veux dire, c'est pas grave si vous dites que vous l'avez giflé, je comprendrais s'il vous a frappé. Mais nous, on veut avoir la vérité. On voudrait savoir s'il vous a frappé. Oui, je comprends, mais je l'ai frappé en premier. Où est-ce qu'il vous a frappé? N'ayez pas peur. Il a attrapé mon visage comme ça. Mais il ne m'a pas vraiment frappé, non. Il vous a mis une gifle ou pas? Non, il m'a attrapé comme ça, avec sa main. J'ai senti ses ongles. C'est pour ça que j'ai mal. J'ai une coupure, là. Ce qu'on constate, c'est que l'affaire est sans doute plus complexe que ce que l'on imaginait en arrivant sur les lieux. Gabi dit ce n'est pas Brian qui m'a frappé en premier, c'est moi qui l'ai frappé en premier. Ce que Brian, interrogé après, va confirmer, en disant bon voilà, elle m'a griffé, mais c'est pas grave. Ça ne vous dérange pas de remonter votre manche droite pour moi? Quelque chose m'intrigue. C'est quoi ça? Je suppose que ce sont des traces d'ongles, mais je me plains pas. Je me plains pas de ça. Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que vous souffrez? Non, je vais bien. J'aime Gabi. J'espère qu'elle ne s'est pas plainte de moi. Pour les agents dépêchés sur les lieux à l'époque, rien d'inquiétant. Ils sont juste face à 2 amoureux qui se disputent. Ils les laissent donc repartir sans les interpeller. Mais pour le FBI qui travaille maintenant sur la disparition de Gabi, cette vidéo, au contraire, est très inquiétante. Pour les enquêteurs, c'est une information très importante. L'image du couple parfait tel qu'il était donné par Instagram n'était qu'une image. Certains jours, j'ai vraiment des crises d'angoisse. J'ai un blog et je construis un site.
Ça me stresse, vraiment. Il ne pense pas que j'en suis capable. Donc on s'est disputé toute la matinée. Il ne voulait pas me laisser entrer dans la voiture. Pourquoi il ne voulait pas vous laisser entrer? À cause de vos crises? Et il m'a dit de me calmer. Mais je suis calme, j'en peux plus. Il m'épuise. Ça a été une matinée vraiment difficile. Cette vidéo révèle en fait une jeune femme vraiment à bout. Le FBI comprend que le couple passe son temps à se disputer. Et pour les enquêteurs, cela ne présage rien de bon pour la suite. On peut finalement déduire, interpréter de ce que dit Gaby dans cette vidéo qu'elle est effectivement dans une espèce d'angoisse permanente et que Brian, loin d'apaiser ses angoisses, ne fait finalement que les activer, que de souffler sur les braises, avec une dimension qui est très angoissante et qui est un grand récurrent dans les phénomènes de maltraitance conjugale, c'est qu'il dévalorise Gaby. Les policiers comprennent que, en fait, ils sont partis la fleur au fusil, très amoureux, et qu'au fil des jours, cette cohabitation un peu forcée, cette promiscuité entre les deux a pesé, et qu'ils n'en sont peut-être pas à leur première dispute, qu'il y a eu quelque chose qui est allé crescendo. En tout cas, ça prouve quelque chose, c'est que ce couple se dispute, ce couple est même capable d'en venir aux mains. Et ça, il faut une vidéo policière pour découvrir tout un envers de ce road trip qui en réalité a l'air de se passer très mal. Les violences conjugales sont hélas bien souvent l'antichambre de violences plus graves, voire même de féminicide. Quand la vidéo de la police est diffusée dans les médias, c'est l'onde de choc dans tout le pays. Tous les regards se braquent désormais sur Brian. Il est rentré seul, Gaby reste introuvable, et on découvre un couple au bord de l'explosion. Le scénario d'un drame survenu suite à une dispute est désormais dans toutes les têtes. Mais les enquêteurs n'ont toujours aucune preuve. Alors ils décident de mettre la pression sur Brian. Peut-être arriveront-ils à le faire craquer. Mais le jeune homme se mure dans le silence, tout comme ses parents. Ils n'ont rien, les enquêteurs. Donc, à part la persuasion, c'est-à-dire aller leur parler très régulièrement, tous les jours, en disant « Vous savez, pourriez nous raconter quand même, enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il vous a dit ?» Non, mais ils ne disent rien. Une attitude inexplicable qui ne va pas tarder à déclencher une vague de colère chez les Américains. Famille Landry, il faut sortir maintenant et coopérer avec les autorités. Nous sommes là, dans la rue, en soutien à Gaby, en soutien à la famille de Gaby. Les gens vont camper devant la maison des parents, en Floride. Et ils vont prendre la maison d'assaut en disant « il faut parler ». Vous devrez rendre des comptes pour vos actes. Vous faites de la peine à notre communauté. Vous faites de la peine à la famille de Gaby. Et vous vous murez dans le silence. Honte à vous. Honte à vous. Vous n'avez aucun respect pour la vie humaine. Justice pour Gaby. C'est une vague de haine qui s'abat sur eux aussi. D'un coup, ils ont toute l'Amérique contre eux, quoi. C'est un comportement hystérique de la foule, quoi, qui décide que c'est à elle de mener l'enquête, la foule a le droit de savoir, et donc les parents n'ont plus de vie. Gaby a disparu depuis près de 3 semaines, mais Brian et ses parents refusent toujours de coopérer, et l'enquête n'avance pas. Le 16 septembre, le père de Gaby, Joseph Petitot, décide de demander de l'aide à tous les Américains. Et c'est un père ému, mais combatif, qui s'adresse à ses concitoyens. Ce dont j'ai besoin de la part de tout le monde ici, c'est de l'aide. Tout ce que vous pouvez faire pour être sûr de ramener ma fille à la maison, je vous demande de le faire. Il n'y a rien de plus important pour moi maintenant. Cet appel désespéré enflamme les réseaux sociaux. Sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, des milliers d'Américains se mettent à chercher Gaby. C'est du jamais vu. Ça va partir comme un boulet de canon, cette histoire.
Et tous les Américains vont s'improviser détectives en herbe, vont avoir vu Gaby et vont appeler la police, donner des informations sur les réseaux. On a vu une fille un peu instable rentrer dans un restaurant. Certains disent qu'elle ressemble beaucoup à Gaby, d'autres non. Il y a des millions de Sherlock Holmes qui apparaissent aux États-Unis sans sortir de chez eux, hein, juste en regardant Instagram. Sur cette photo publiée par une famille, on aperçoit un corps à l'arrière. Et regardez, ce sont les mêmes vêtements que portait Gaby sur son Instagram. On cherche des indices, on cherche à savoir si le van est passé à tel moment, on va chercher le van. Après, il y a des rumeurs dans tous les sens. Pour les enquêteurs, la tâche est titanesque. Ils reçoivent des milliers de témoignages et ils doivent tout vérifier. Mais rapidement, ce travail acharné va finir par payer. 17 septembre 2021. Un couple de touristes se manifeste auprès de la police. Ils sont sûrs d'avoir croisé Brian et Gaby le 27 août, soit 2 semaines après l'arrestation du couple par la police de l'Utah. D'après ce témoignage capital, la situation entre les amoureux ne semblait pas s'être arrangée. Ce que raconte ce couple, c'est que Gaby et Brian s'engueulent. Gaby est à table, elle pleure, elle s'excuse auprès de Brian, et Brian paraît excédé. Et Brian fait une sorte de chahut pas possible à rentrer, à sortir du resto, comme s'il fallait qu'il aille se calmer les nerfs dehors avant de rentrer et ressortir et rentrer. Et en fait, il perturbe tellement le repas des autres qu'en fait, il doit être viré du resto. Et donc, les gens s'en souviennent de ça. Les enquêteurs se disent, suite à ce témoignage, eh bien que Brian est capable de violence également en public, et qu'il est capable de se mettre en colère. Hurler dans un restaurant, j'ai envie de dire, ça n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes soumis à des normes sociales et nous développons depuis notre plus tendre enfance une espèce d'autocontrôle autour du fameux « ça ne se fait pas ». Là, on a un Brian qui fait la démonstration à travers ce témoignage de sa capacité à sortir du cadre. On est très loin à ce moment-là du Brian qui essaie de rassurer la police, qui plaisante quand il est contrôlé par les policiers de l'Utah. Et donc, à partir de ce témoignage, les policiers acquièrent la conviction qu'il s'est passé peut-être quelque chose de grave au sein du couple. Où, quand, comment, tout ça reste à déterminer. Ce qui inquiète les enquêteurs, c'est qu'à partir de cette dispute, Gaby cesse toute activité sur son compte Instagram. Qu'a fait le couple ensuite, en quittant le restaurant? Brian aurait-il quelque chose à se reprocher? Les taux se resserrent autour du jeune homme. Alors une nouvelle fois, les policiers décident de partir vers la Floride pour l'interroger. Mais cela ne va pas se passer comme prévu. 17 septembre. Le père de Brian en personne, Christopher Landry, vient de signaler la disparition de son fils. Il a quitté le domicile familial il y a 3 jours et il n'est toujours pas revenu. Pour la police, c'est la stupéfaction. Alors que la maison est sous surveillance du FBI, il y a les caméras partout, etc. Brian trouve le moyen de fausser compagnie à tout le monde et de disparaître. Et ça dure 3 jours avant que son père décide enfin de prévenir le commissariat. Que dit le père de Brian à la police? Eh bien que Brian n'est plus au domicile, qu'il est parti faire une randonnée. Évidemment, les policiers sont estomaqués. Que fait Brian en randonnée alors que l'ensemble du pays est en train de chercher sa petite amie? Cette histoire n'en finit plus de rebondir. Cet étrange fiancé revenu sans Gaby et qui ne veut pas coopérer est maintenant en fuite. S'il fallait un ultime indice de son implication dans la disparition de Gaby, ce départ précipité finit de convaincre les enquêteurs. Il faut le retrouver à tout prix pour savoir ce qui s'est passé.
C'est une véritable chasse à l'homme qui s'engage maintenant. Les grands moyens sont déployés pour tenter de le coincer. Mais l'opération s'annonce compliquée. Les recherches sont extrêmement délicates parce qu'on est vraiment sur une nature hostile. Il y a beaucoup de marécages, il y a beaucoup d'herbes hautes, en fait, dont on ne sait jamais si elles sont sur terre ou sur mer. C'est quand même l'endroit où il y a le plus d'alligators ou caïmans au monde, quoi. Et donc, on se dit que si on ne retrouve pas Brian dans les quelques jours, on risque de ne trouver qu'un cadavre. Et de nouveau, la presse s'emballe. Non seulement Gaby n'a pas encore été retrouvée, mais maintenant, c'est son petit ami suspect numéro 1 qui disparaît à son tour. Là, à ce moment-là, l'affaire, elle devient complètement dingue. Tout le monde est à leur trousse, quoi. C'est pas que le FBI, c'est la presse, c'est les youtubeurs qui sont là à rechercher. C'est évidemment le couple le plus recherché des États-Unis. Télé, journaux, réseaux sociaux, l'Amérique se passionne pour ce drame mystérieux. Et une fois encore, c'est ce battage médiatique qui va faire rebondir l'enquête. Dans cette masse de témoignages, il y en a encore un qui va faire tilt chez les enquêteurs, c'est un couple d'influenceurs, un petit peu comme Gaby et Brian, qui sont eux aussi à la même période dans le parc, dans le Wyoming, et qui se filment un peu à longueur de journée. Ils sont sur la route, dans le Wyoming, et ils voient un van blanc garé. Et surtout, ce qu'ils remarquent, c'est que le van est immatriculé en Floride. Florida, comme eux, ils viennent de Floride. Alors donc, on va aller le saluer. Et donc, ils frappent à la bagnole, au van, etc. Il n'y a personne dans le van. Et donc, eux s'en vont. Ils ne se rendent pas compte de l'importance que la vidéo a à ce moment-là. Et quand ils voient les images du van diffusées à la télévision, ils se disent, mais c'est bien sûr, on l'a croisé, ce van. J'ai eu des frissons dans tout le corps. J'ai couru vers l'ordinateur et j'ai ressorti nos vidéos du 27 août. Et là, on a vu le van de Gaby. On n'arrivait pas à y croire. On s'est regardé et je lui ai dit « c'est le van ». Et il m'a répondu « il faut qu'on appelle le FBI ». Ce film qui est donné aux enquêteurs va donner un coup d'accélérateur absolument spectaculaire à toute cette affaire. Immédiatement, le FBI vérifie la plaque d'immatriculation sur les images. Aucun doute possible. Il s'agit bien du van de Gaby et Brian. Il se trouve dans un petit coin de forêt du parc du Grand Teton. Les deux youtubeurs ont déclaré l'avoir croisé le 27 août, soit le jour de la violente dispute au restaurant. Et c'est surtout depuis ce jour que Gaby n'a plus donné signe de vie. Dans tous les cas, ces images fournissent enfin aux enquêteurs une information capitale, un lieu précis où concentrer leurs recherches pour retrouver Gaby. Si le Gaby est quelque part, c'est probablement dans ces quelques kilomètres carrés, et donc toutes les forces et toutes les agences sont dépêchées pour cette fois retrouver le Gaby Petito. Aux États-Unis, cette affaire à présent qui tient le pays en haleine depuis des semaines. Une youtubeuse très suivie sur les réseaux sociaux a été retrouvée morte alors qu'elle était en vacances avec son petit ami. Assez rapidement, on retrouve des restes humains en état de décomposition parce qu'il faut bien penser qu'on est en plein été, qu'il y a des bêtes sauvages, que les restes humains qui sont découverts sur place, il n'en reste pas grand-chose. Le corps est effectivement très abîmé, mais il ne peut que correspondre à celui de Gaby en fait. Donc ça y est, fin de l'histoire, Gaby a été retrouvée. Il faut maintenant attendre les conclusions du légiste pour déterminer avec précision les circonstances de la mort de Gaby Petito. Mais, vu l'état du cadavre, la tâche s'annonce difficile. Le plus important, face à ce corps, c'est de savoir s'il va parler. Si ce corps peut nous raconter en fait ce qui s'est passé. Nicole, la maman de Gaby, aura espéré un miracle jusqu'au bout. Aussi, lorsqu'elle apprend la nouvelle, elle s'effondre.
Jim, son mari, se souvient de cet instant terrible. Quand le FBI a toqué à la porte pour dire qu'ils avaient trouvé le corps de Gaby, j'ai dû appeler à la maison et dire à sa mère, ma femme, que Gaby avait été trouvée et qu'elle était morte. Même si je savais qu'un jour il la trouverait, c'est l'appel le plus dur que j'ai jamais reçu. Vous ne pensez jamais que ça puisse arriver à vos proches. C'est surréaliste. Pour les Américains aussi, la nouvelle de la mort de Gaby est un choc. Depuis des semaines, ils retenaient leur souffle. Mais à l'annonce de la découverte du corps, c'est la consternation, la tristesse. À Blue Point, la ville natale de Gaby, un mémorial est installé. Et des milliers d'anonymes viennent se recueillir. L'émotion aux États-Unis est complètement folle, c'est-à-dire elle est à la hauteur de la traque. Finalement, c'est une affaire qui a duré très peu de temps, mais elle a eu une telle intensité aux États-Unis, elle a rendu les gens fous. Si bien que quand on découvre le corps, c'est une sorte d'apothéose, c'est un truc de dingue. Alors que l'Amérique rend hommage à Gaby, les enquêteurs reçoivent enfin les résultats de l'autopsie. La mort de la jeune fille remonte à la fin du mois d'août, soit avant le retour de Brian en Floride. Et puis les médecins légistes donnent une autre information, c'est les origines violentes de la mort. Gaby Petito est mort par strangulation à main nue. D'après les premiers éléments de l'autopsie, Gaby a donc été étranglée. Et tout indique que Brian serait le coupable. Mais comment en sont-ils arrivés là? Et pourquoi une telle violence? Plus que jamais, Brian fait figure de suspect numéro 1. Dans l'esprit des enquêteurs, il y a bien eu une dispute entre les deux qui a mal tourné. Traditionnellement, en criminologie, il est admis de considérer que quelqu'un qui étrangle quelqu'un d'autre le fait dans l'espoir que la personne se taise. Il y a vraiment une volonté de ne pas entendre ce que la personne est en train de dire. C'est exactement le visage que nous a montré Brian, qui se noircissait au fur et à mesure des kilomètres. Cette espèce de montée en puissance et d'énervement qui finit par la position de ses mains sur le cou de sa victime. Brian a-t-il recommencé à se moquer de Gaby? Était-elle à bout de nerfs? Aurait-il cherché à la faire taire? Dans tous les cas, ce déchaînement de violence est un nouveau coup dur pour la famille de la victime. L'amour de ta vie, la personne avec qui tu voulais te marier, la personne avec qui tu vivais, avec qui tu voyageais, avec laquelle tu étais à l'école, et tu la laisses en pleine nature, je ne connais personne qui peut être capable de ça. Je ne comprends pas, nous ne comprenons pas. De leur côté, les enquêteurs aussi s'interrogent. Comment un tel drame a-t-il pu arriver? Brian est le seul à pouvoir tout expliquer, mais personne ne sait où il est. Il y a une course contre la montre qui s'engage parce que le seul à pouvoir donner des réponses aux questions que tout le monde se pose, c'est Brian. Et donc, il faut absolument, coûte que coûte, le retrouver vivant. Mais les semaines passent et en Floride, les recherches ne donnent rien. Jusqu'à ce jour d'octobre où, étrangement, les enquêteurs vont recevoir l'aide d'une personne qui, jusqu'à présent, avait gardé le silence. Le père de Brian. Quelqu'un d'inattendu participe aux recherches de Brian Laundrie aujourd'hui. Vous le voyez sur ces images, c'est son père Chris, le passager assis là, qui vient de rejoindre les recherches. A-t-il été pris de remords? Toujours est-il que c'est lui qui met les policiers sur la bonne piste. Sa connaissance du terrain et des endroits où Brian avait l'habitude d'aller qui va conduire les enquêteurs au corps de Brian. Le 20 octobre 2021, un mois après la découverte du corps de Gaby, des restes humains sont retrouvés près d'une zone marécageuse asséchée. Très tôt ce matin, les enquêteurs ont découvert des restes humains à côté d'objets personnels.
un sac à dos et un carnet qui appartiennent à Brian Laundrie. Après un mois de recherche, la police finit par localiser un corps qui a séjourné dans l'eau pendant plusieurs semaines, visiblement, qui est en état de décomposition. Pas très loin de ce corps, on retrouve un sac à dos qui ne laisse aucun doute sur l'identité de la personne défunte, à savoir Brian. Les médecins légistes concluent à la mort par suicide. Il se serait tiré une balle dans la tête. Évidemment que c'est un aveu de la part de Brian. Il est parti dans la nature seul, se donner la mort. Ce suicide, pour beaucoup, sonne comme un aveu. Mais il faut des preuves. Et en se donnant la mort, Brian a emporté avec lui tous ses secrets. Les enquêteurs ont un dernier espoir de connaître la vérité. Un carnet retrouvé dans le sac à dos de Brian, près de son corps. Pour le FBI, c'est peut-être la clé du mystère. Ce carnet, il est l'objet de toutes les attentions de la part des enquêteurs. Ils imaginent que Brian a peut-être confié des choses, dit ce qui s'était passé, peut-être s'est-il confessé, et peut-être que la vérité est à l'intérieur de ces pages du carnet de Brian Laundrie. Ces pages, il est urgent de les analyser. Mais le carnet a séjourné de nombreuses semaines dans l'eau, il est très abîmé. Alors, sera-t-il possible de le déchiffrer? Le 21 janvier 2022, les résultats d'analyse tombent enfin. Et ce que pressentaient les enquêteurs se confirme. Avant de se tirer une balle dans la tête, Brian a tout avoué par écrit. C'est bien lui qui a tué Gabby Petito. Mais il ne dit rien des raisons de son geste. Pour les enquêteurs, l'affaire est désormais classée. Pour la famille de Gabby, qui espérait en savoir plus, c'est un nouveau coup de massue. Ils ne sauront jamais pourquoi Gabby est morte. Les parents ne sont pas supposés enterrer leurs enfants. Quel que soit leur âge. Quel que soit leur âge, Gabby avait 22 ans. On lui a volé sa vie. On nous l'a volée. On nous l'a prise. Elle nous a été enlevée par la main de quelqu'un d'autre. C'est injuste. Voici l'histoire d'Aurore Martin et Mark Van Beers. Une histoire d'amour qui démarre comme un conte de fées. Aurore Martin, c'est une très jolie jeune femme. Elle est sportive et elle plaît beaucoup aux hommes. Mark Van Beers a été terriblement séduit par Aurore Martin, qui était une très jolie femme. C'est le coup de foudre. Tous les deux souhaitaient fonder une famille. Mais leur idylle a volé en éclats. Elle s'est transformée en affaire criminelle, mêlant passion, argent, meurtre et liaison dangereuse. La question, c'est de savoir où se trouve-t-il exactement, et donc la traque commence. Lorsqu'ils apprennent qu'ils sont recherchés, ils transforment légèrement leur aspect physique. Ils ont adopté à partir de ce moment-là une vie de fugitif. L'affaire a dépassé les frontières de la Belgique et traumatisé l'opinion publique. C'est un crime parfait. Tout commence à Uccle, en banlieue de Bruxelles, au printemps 1995. Aurore Martin et Mark Van Beers viennent de se dire oui. C'est le plus beau jour de leur vie. Aurore Martin, c'est une très jolie jeune femme. Elle a 25 ans, elle est blonde, elle est mince, elle est sportive et elle plaît beaucoup aux hommes. C'est une jeune femme
pétillante, vive, sportive, qui attire les regards. Il faut dire qu'elle est très expansive, elle a du mal à passer inaperçue. Mark Van Beers, par contre, lui, c'est un tout autre genre. Il est plus âgé, il a 34 ans, c'est un expert fiscaliste. Et il est grand, il est costaud, mais il est beaucoup plus réservé. C'est un homme pondéré, sage, qui vit un petit peu dans sa bulle. Bon chic, bon genre, bien rangé, bon fils de famille, tout sauf un bad boy. Très différents l'un de l'autre, c'est grâce à une agence matrimoniale qu'Aurore et Mark se rencontrent. Et la magie opère tout de suite. Les deux tourtereaux tombent sous le charme. Tous les deux souhaitaient manifestement, c'est le but d'une agence matrimoniale, fonder une famille. Mark Van Beers a été terriblement séduit par Aurore Martin, qui était une très jolie femme. C'est le coup de foudre, puisqu'ils vont assez rapidement cohabiter. À peine quelques mois après leur rencontre, ils célèbrent leur mariage et ils partent en voyage de noces. Direction la Corse, dans la baie de Calvi, un petit coin de paradis. C'est une destination rêvée pour une lune de miel. C'est la mer, la montagne, le beau temps. Ils se retrouvent dans un petit village au bord de la mer. Ils vont passer là, en principe, quelques jours. Les deux amoureux sont aux anges. Ils passent jusque-là un voyage idyllique. Le soir du 10 mai 1995, ils sont à la fin de leur lune de miel et ils prévoient un dîner romantique. Ils se sont rendus au restaurant pour y passer la soirée et puis aux alentours de 22h. Ils décident de faire encore un tour en voiture pour aller voir le panorama de la baie de Calvi. La fin de la soirée s'annonce elle aussi sous les meilleurs auspices. Ils espèrent contempler une dernière fois le ciel étoilé de l'île de Beauté. Mais la promenade va se transformer en cauchemar. Il est 2h du matin lorsque les pompiers de Calvi sont alertés. Un grave accident de la route vient d'être signalé. Lorsqu'ils arrivent sur place, les gendarmes sont déjà là. Ils viennent de prendre en charge Aurore Martin. Elle hurle, elle pleure, elle demande qu'on aille sauver son mari. Elle est vraiment dans un état terrible. Elle raconte aux gendarmes que son mari conduisait et qu'il a brutalement perdu le contrôle de la voiture. Il a donné un coup de volant en voyant passer un animal. Et elle a eu le bon réflexe qui lui a sauvé la vie. Aurore explique qu'elle a le temps de s'extraire du véhicule, donc d'ouvrir la porte. Elle ouvre la porte, elle saute. Et elle va s'agripper à la végétation pour pouvoir donc s'arrêter. Mais malheureusement, Mark Van Beers, lui, a dévalé toute la falaise dans la voiture. Aurore raconte avoir tout tenté pour sauver son mari. Le terrain est escarpé, la voiture s'est écrasée au pied de la falaise, mais elle serait quand même descendue pour lui venir en aide. Là, elle s'est rendue compte que son mari était blessé dans la voiture. Elle l'a extirpé de la voiture et a amené son mari, son corps, jusqu'à la mer, où elle voulait, disons, le rafraîchir. Et puis là, elle s'est rendue compte que malheureusement, il était vraisemblablement décédé, et donc elle serait remontée pour aller chercher des secours. Cette chute vertigineuse aura été fatale à Mark Van Beers. Après ce témoignage, Aurore est dévastée. Elle est immédiatement transportée à l'hôpital. Et les pompiers descendent à leur tour au bas de la falaise afin de retrouver Mark Van Beers.
Ils sont obligés de faire appel à des plongeurs pour essayer de retrouver le corps. Et là, il va falloir plusieurs heures de recherche avant de finalement localiser le corps de Mark Van Beers et de pouvoir le remonter à la surface. Les pompiers confirment le décès. Ils observent une plaie au niveau du crâne. Il reste à savoir maintenant les circonstances du drame. Pour les gendarmes, la route est dangereuse et il s'agit a priori d'un terrible accident. En Corse, il n'est pas rare de voir au fond des ravins des voitures accidentées. Le dossier conclut à une mort accidentelle dans des conditions tout à fait particulières puisque c'est le voyage de noces. Les gendarmes corses décident alors de classer le dossier. Mais quelques jours plus tard, l'affaire va connaître un nouveau tournant. De retour en Belgique, Aurore est toujours en état de choc. Elle est hospitalisée à Bruxelles, mais les proches de Mark ne la reconnaissent plus. Aurore, après quelques jours, va changer complètement d'attitude vis-à-vis de sa belle famille. Alors qu'elle semblait totalement éplorée, eh bien là, elle a l'air plutôt froide en fait, surtout vis-à-vis de sa belle famille. Donc on lui a presque spontanément proposé, effectivement, de venir tous les jours près d'elle. Enfin, ça me semblait tout à fait naturel. Je vous dis, elle nous a laissé parler pendant 1 heure le premier jour. Et puis après, je crois que c'est directement ou par téléphone, elle nous a dit qu'elle ne souhaitait plus notre présence. Simplement. Et la famille n'est pas encore au bout de ses peines. Aurore exige maintenant que Mark ne soit pas enterré comme le veut la tradition chez les Van Beers. Aurore Martin prétend que Mark a souhaité être incinéré. Ils en auraient parlé lors de leur voyage de noces. Les parents de son mari vont s'y opposer parce que jamais ce garçon n'a fait état de son désir d'être incinéré. Et donc ils n'y croient pas et ils ne cèdent pas. Ils vont finalement inhumer le corps de Mark dans le caveau familial à Uccle. Aurore est furieuse. Elle ne digère pas que les parents de Mark lui aient tenu tête. Dès la fin de l'enterrement, elle n'a même pas attendu que l'enterrement se termine. Elle est partie de son côté. Je pense même plus qu'elle nous a prévenus. Donc elle a, je dirais, vulgairement planté tout le monde sur place. Les jours suivants, la relation entre Aurore et les Van Beers ne cesse de se dégrader. Et la situation dégénère quand la mère de Mark fait une demande particulière à sa belle-fille. Elle souhaitait récupérer quelques objets personnels de son fils. Mais des babioles, des souvenirs de famille, etc. Aurore s'y est opposée. Ça se termine même par une gifle qui a été donnée par Aurore à sa belle-mère. Cette fois, la rupture est totale. 3 mois après la mort de Mark, Aurore vend la maison et elle se volatilise. Mais cette disparition intrigue les parents de Mark. Aurore leur cacherait-elle un secret inavouable? Ils vont finir par mettre en doute la crédibilité de cet accident en Corse. Les parents de Mark veulent en avoir le cœur net. Ils contactent alors leurs avocats qui se plongent dans le dossier des gendarmes corses. Et là, ils découvrent des éléments troublants. Il y a l'angle de chute de la voiture qui ne correspond pas aux explications données par Aurore Martin qui dit qu'il a donné un coup de volant. S'il a donné un coup de volant, la voiture aurait dû partir de ce côté-là et pas de l'autre côté où elle a été trouvée. Le deuxième élément, c'est qu'elle dit avoir sorti son mari de la voiture, l'avoir tiré jusqu'à la mer pour pouvoir lui laver le visage. Et donc, il se pose la question, Mark Van Beers pèse quand même 80 kilos, elle n'en a que 50.
comment a-t-elle pu le tirer comme ça de la voiture. Pour les avocats des Van Beers, le témoignage d'Aurore pose question. Et ils parviennent à relancer l'enquête. L'affaire prend alors une nouvelle dimension. On passe d'un accident à une mort suspecte. Et c'est la police judiciaire de Bruxelles qui reprend le dossier. Le 5 septembre 1996, les enquêteurs convoquent Aurore Martin. Ils doutent de sa venue car elle a disparu depuis la dernière dispute avec sa belle-famille. Mais surprise, elle se présente à la police, visiblement toujours très affectée. Elle pleure toute l'audition. On ne l'interrompt pas, donc on la laisse complètement expliquer les choses. Elle a tout son scénario. La version d'Aurore n'a pas changé. Il s'agit d'un accident, elle s'est éjectée de la voiture, elle ne sait pas trop ce qui s'est passé, un animal est passé par là, Mark Van Beers a donné un coup de volant et voilà la suite. Elle ne varie pas, en tout cas dans ses déclarations. Pour les policiers, Aurore paraît sincère. Le dossier est sur le point d'être refermé. Mais comme il reste des zones d'ombre, la police ordonne une dernière vérification. Une décision qui relance toute l'affaire. Pour boucler complètement son dossier, pour avoir une vision la plus correcte de la situation, le juge nomme un expert automobile et part en commission rogatoire avec cet expert sur place en Corse. L'expert envoyé sur place va étudier la trajectoire de la voiture, il va aussi regarder la vitesse approximative de la voiture, il va regarder la configuration des lieux au niveau géographique. J'ai vu assez rapidement que ça ne collait pas tellement avec la déclaration, si vous aimez, que la version de la passagère. Et l'angle de chute, j'aurais dû retrouver la voiture tombée là. En aucun cas, on aurait dû la retrouver de l'autre côté. Et donc pour avoir un angle aussi perpendiculaire à celui qu'on a constaté sur place, eh bien, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de pousser la voiture dans le ravin. L'enquête prend alors une dimension criminelle. Et l'expert est formel. La version d'Aurore ne tient pas. La jeune veuve éplorée aurait-elle donc menti sur les circonstances de la mort de Mark ? Pour le savoir, le juge ordonne qu'on exhume le corps de Mark pour réaliser une autopsie. C'est une chance qu'il ait été inhumé et pas incinéré, parce que là, on va pouvoir découvrir des choses très intéressantes. Le 2 février 1997, quand les résultats tombent, les conclusions du médecin font froid dans le dos. Aurore Martin aurait menti depuis le début. La constatation principale était le fait que le corps présentait plusieurs lésions traumatiques. Toutes ces fractures avaient été provoquées alors que M. Van Beers était décédé. Donc il s'agissait de lésions post-mortem. Mark Van Beers était déjà mort avant d'être précipité dans le ravin. Pour les enquêteurs, un premier scénario se dessine. Mark aurait d'abord été tué, puis sa voiture aurait été poussée dans le vide pour simuler un accident. Aurore, seul témoin du drame, devient donc la suspecte numéro 1. Mais les enquêteurs se demandent pourquoi, en pleine lune de miel, cette jeune femme aurait pu vouloir la mort de son mari. Ils se penchent sur son héritage et ils font une découverte édifiante. Les enquêteurs vont découvrir qu'il y avait plusieurs assurances vie, 6 ou 7 même,
sur la tête de Mark Van Beers. Pour un montant d'environ 20 millions de francs belges à l'époque. Et puis, il y a aussi la vente de la maison de Rode-Saint-Genèse. Et donc, finalement, l'ensemble représente un peu plus de 600 000 euros. Une somme dont Aurore Martin est la seule bénéficiaire. Mais les enquêteurs sont surtout intrigués par un nouvel indice. Mark Van Beers était expert fiscaliste et il avait souscrit des assurances-vie qui présentaient toutes des avantages fiscaux, toutes, sauf une. Dans une de ces assurances, en fait, il n'y avait pas d'avantage fiscal. Ça a vraiment attiré l'attention des enquêteurs parce qu'ils se sont demandé pourquoi, tout d'un coup, cette assurance-là était différente des autres. Et cerise sur le gâteau, cette assurance avait été contractée quelques mois avant le décès. Dans ce fameux contrat, les montants du capital sont doublés en cas d'accident. Avec cette seule assurance, Aurore a touché 250 000 euros. Ce contrat éveille la curiosité des enquêteurs qui vont découvrir une preuve accablante contre Aurore Martin. Et on va s'apercevoir que la signature, ce n'est pas celle de Mark, c'est celle d'Aurore Martin, qui signe à la place de Mark Van Beers. Avec cette fausse signature, pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. L'argent est le mobile du crime. Le juge ordonne aussitôt l'arrestation de la jeune veuve. Mais il est trop tard. Le problème, c'est qu'Aurore Martin, elle a disparu de la circulation, on ne la trouve plus. On a pris contact avec sa famille, etc. Ils ne savent pas où elle est. Elle serait aux États-Unis, chez un oncle, pour se remettre de la mort de son mari. Pour le juge, cette disparition est la preuve de son implication dans la mort de Mark. En avril 1997, il lance un mandat d'arrêt international contre Aurore Martin. Et l'enquête continue. Les policiers sont persuadés d'être face à un assassinat minutieusement préparé. Mais un détail ne colle pas. Ce qui va interpeller du coup les enquêteurs, c'est qu'ils se disent si Aurore Martin a poussé la voiture dans le ravin, mais avec ses 50 kilos et toute fluette comme elle est, comment a-t-elle fait? Ils pensent à un complice. Pourquoi? Parce qu'enfin, Aurore Martin ne peut pas effectuer cet assassinat toute seule. Il faut tuer Mark Van Beers, il faut le pousser dans le ravin. Ça semble difficile pour une femme seule. Mais Aurore reste introuvable. La police n'a aucune piste. L'enquête est au point mort. En juin 1997, 2 ans après la mort de Mark, un incroyable rebondissement va permettre à l'enquête de progresser. Un témoin inattendu explique avoir des révélations à faire aux policiers. Ce témoin va s'avérer être Fabienne Lefebvre. Fabienne Lefebvre est la deuxième épouse du père d'Aurore Martin. Proche d'Aurore, Fabienne raconte qu'après le drame, elle est venue lui rendre visite à l'hôpital. Et ce jour-là, son attitude l'a profondément choquée. Je suis rentrée dans la chambre et c'est là où j'étais très étonnée. J'ai vu Aurore qui riait. Je me suis demandé, j'ai posé la question à mon mari, j'ai dit, elle fait une crise de nerfs, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et alors là, elle m'a dit non, 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 je suis bien, je suis bien, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Je comprenais pas, je pouvais pas comprendre. Et c'est là où elle m'a dit, écoute, non, je suis millionnaire, pourquoi? Parce que bon, j'ai fait une assurance vie et j'ai tué mon mari. Le témoignage de Fabienne est accablant. Mais ça n'est pas tout. Comme les policiers le soupçonnaient, Aurore aurait bel et bien eu un complice. Fabienne précise, elle lui a parlé du fait qu'elle avait été, pour ces faits-là, aidée par un complice, un certain Peter Schmidt. Elle va dire que tout cela a été réglé avec Schmidt et 3 de ses amis
qu'il y avait même eu auparavant une reconnaissance des lieux. D'après Fabienne, c'est ce Peter Schmidt et ses hommes qui auraient donc mis en place un guet-apens ce soir-là. Il y avait une personne, donc un complice qui se trouvait dans le restaurant et qui devait donner le go à une autre équipe qui a positionné un véhicule en travers de la route sur laquelle circulait Mark Van Beers. Et là, ils sont rentrés dans la voiture, alors ils ont fait éclater la tête de Mark Van Beers à un coup de batte de baseball. Mais Fabienne va livrer des détails encore plus glaçants. Quand la voiture a été braquée, Marc criait tout le temps, on criait « Ne faites pas de mal à ma femme, ne faites pas de mal à ma femme ». Et elle dit « Moi, je riais ». Elle s'est dit c'était vraiment le con, vraiment le con. Elle dit qu'elle a, quand ça s'est passé, elle a eu un taux d'adrénaline qui est monté, quelque chose d'incroyable. Elle aime la peur, elle aime l'extrême, et quand elle agit comme ça, elle dit elle a tout. Et ils se sentent encore plus forts après. Elle dit après on est amoureux, Uwe et moi, quelque chose d'inimaginable. On se sent proches d'une façon que personne ne pourrait pouvoir imaginer le lien qu'il y a après. Elle dit c'est une force dans notre amour. Pour la police, ce témoignage est un véritable coup de tonnerre. Ils veulent à tout prix mettre la main sur ces amants diaboliques. Mais Aurore reste introuvable. Alors ils s'intéressent à ce Peter Schmidt. Et là, surprise, ils découvrent qu'il a lui aussi été impliqué dans un accident de la route 5 ans plus tôt. Un accident qui a coûté la vie à son épouse. Difficile de croire à une simple coïncidence. Alors les enquêteurs veulent savoir à qui ils ont affaire. C'est un beau gosse, bien foutu, bien baraqué, un séducteur par nature, donc il plaît aux femmes. Toutes les filles en tombent amoureuses, c'est un charmeur et franchement, il ne doit pas chercher beaucoup pour pouvoir sortir avec des filles. Celle qui deviendra sa femme s'appelle Ursula Deschamps. Lorsqu'elle le rencontre en 1992, elle tombe folle amoureuse de lui. Sa sœur Gladys se souvient très bien de sa première rencontre avec Peter Schmidt. C'est un jeune caporal au shape qui vient d'arriver à Mons, qui est un beau grand garçon, un bel homme, assez imposant. Tom Cruise, c'est un peu... moi, quand je l'ai vu, c'est ça, je me suis dit, waouh, on dirait un acteur, quoi. Ursula a 21 ans. C'est une jeune fille extravertie, souriante, sympathique, très attentionnée, intelligente. Pour moi, entre eux, ça a été un coup de foudre. Ils sont sur la même longueur d'onde. Elle est amoureuse. Ils veulent plus se quitter. Il la demande en mariage. Ursula est sur un petit nuage. Le couple se marie peu de temps après leur rencontre. Mais lors de la cérémonie, de nombreux convives s'étonnent. Peter n'a invité aucun membre de sa famille. Bizarre. Tu devras un super discours, hein, biche. Les enquêteurs découvrent qu'après le mariage, Peter n'est plus le même avec Ursula. Il y a un changement radical. Je ne le reconnais plus. C'est un autre personnage. Il est odieux, il est froid. Peter serait même devenu violent, au point qu'Ursula quitte le domicile conjugal seulement 6 mois après la cérémonie. Peter donne alors un rendez-vous à la jeune femme pour organiser leur divorce. Elle part vers la gare de Waterloo, pour la gare centrale, pour prendre son train pour aller vers Mons.
Et à ce moment-là, il lui promet de signer les papiers du divorce. Donc elle va clairement, dans sa tête, revenir avec les papiers du divorce. Peter vient la récupérer à la gare en voiture. Et après, plus de nouvelles. Mais dans la nuit, un coup de fil de la police va faire basculer la vie de cette famille. Ursula a eu un accident, la voiture est tombée dans le canal de Mons, Peter a pu s'en extraire, mais Ursula a disparu. J'arrive à notre appartement, je vois mon papa qui ouvre la porte et directement mon père me dit « On a tué ta sœur. On a assassiné Ursula. » Je dis « Mais enfin, papa, qu'est-ce que tu me dis? On a assassiné Ursula. » « Oui, il l'a assassinée, je le savais, j'aurais dû l'accompagner. » Gladys est sous le choc, mais elle pense que son père délire et elle garde espoir de retrouver sa sœur vivante. On a retrouvé la voiture, mais pas Ursula. Donc pour moi, Ursula, elle n'est pas morte, c'est pas possible. Pas elle, pas Ursula, pas elle. Son corps va être retrouvé plusieurs jours plus tard, à 300 mètres du lieu d'impact dans le canal, donc du lieu endroit où se trouve la voiture. Une autopsie est réalisée. Conclusion, Ursula serait bien morte noyée. La cause accidentelle est retenue. Peter est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour conduite imprudente. Mais la famille d'Ursula n'y croit pas. Pour les experts automobiles, c'est clair et net que c'est un accident. On est anéanti, on est dégoûté. C'est un crime parfait. Retour à la police judiciaire de Bruxelles en 1997. Pour les enquêteurs, les ressemblances entre les décès d'Ursula et de Marc sont troublantes. Alors, ils cherchent s'il existe d'autres points communs entre les deux affaires. Et nouvelle coïncidence, ils découvrent que Peter a lui aussi touché une assurance vie, 220 000 €, avec la même clause que celle de Marc. La somme double en cas d'accident. Pour la police, plus de doute possible. Les deux amants ont tout orchestré. Le modus operandi, c'est chaque fois une erreur de parcours, un coup de volant qui est donné de manière brusque, une chute du véhicule dans le canal ou bien dans le ravin en Corse. Le fait que l'époux survivant parvient à s'extraire de la voiture. Il y a le fait aussi que dans les deux cas, Schmitt dit « Moi, j'ai essayé de porter secours, mais je ne l'ai pas trouvé dans le canal. Il faisait nuit. Et pour la Corse, idem. J'ai voulu porter secours, je suis même descendu jusque-là. » Avec ces deux affaires, les amants diaboliques font la une. Et grâce à cette médiatisation, Steven Levy, un ami de Peter, se présente à la police. Il a un témoignage capital à livrer. Il va nous expliquer qu'en mi-95, Schmitt l'amène au bord du canal et lui explique comment il a tué sa femme en la noyant dans le canal pour faire du fric avec les assurances. Steve déclare que l'intéressé disait ça d'une manière tout à fait calme et qu'il lui avait même ajouté un certain détail pour quand même paraître être l'époux éploré de la victime. Et pour avoir des larmes aux yeux, il se les frottait avec des bonbons mentholés. Après ce témoignage accablant, le juge lance un nouveau mandat d'arrêt international. Et cette fois, contre Peter. La chasse à l'homme est donc lancée. Où se cache le couple machiavélique? Pour le savoir, les policiers interrogent les proches des deux amants.
Et c'est la sœur d'Aurore qui va amener l'information. Ils sont tous les deux à Miami. Avec le mandat d'arrêt international, les autorités américaines sont mises au courant, le FBI, et donc la traque commence. La police de Miami est sur le pied de guerre et elle oriente ses recherches vers les beaux quartiers. Car avec les assurances vie, le couple a empoché 800 000 €, une somme qui donne le vertige. De quoi, en tout cas, mener la vie dont ils ont toujours rêvé. Ils vivent vraiment dans le luxe. Alors, ils sont jeunes, ils ont envie de vivre la grande vie. Ils sortent, ils flambent, ils achètent un voilier, ils découvrent des îles ensemble, ils font des soirées avec des amis. On loue des appartements pas loin de chez Madonna. Et donc, c'est la grande vie. Mais prévenus par leurs proches, Aurore et Peter apprennent que la justice américaine est à leur recherche. Et ils vont de nouveau disparaître, rendant le travail de la police encore plus compliqué. Ils ont adopté à partir de ce moment-là une vie de fugitifs. Ils ont tout fait pour qu'on ne puisse pas les localiser, c'est-à-dire qu'ils basculent dans la clandestinité. Ils n'utilisent jamais de carte de crédit. Ils n'utilisent pas de téléphone portable. Ils ont un faux nom et lorsqu'ils doivent téléphoner, ils téléphonent d'une cellule téléphonique dans la ville. Et lorsqu'ils apprennent qu'ils sont recherchés, ils transforment légèrement leur aspect physique. Notamment Peter Schmidt se fait pousser la barbe, la moustache, se met des lunettes. Aurore a changé de look. Hein, c'était plus la blonde ravageuse qu'on avait connue plus tôt, mais plutôt une femme d'affaires un peu stricte. Grâce à cette stratégie, le couple échappe au FBI durant 3 mois. Les amants ont bel et bien quitté Miami Beach pour une banlieue plus discrète. La chasse à l'homme est à l'arrêt. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la police continue ses recherches activement. Les enquêteurs belges ont mis sous écoute toute la famille d'Aurore Martin, toute la famille de Peter Schmidt. Et un beau jour, Peter commet une erreur. On finit par retrouver la trace de Peter grâce aux écoutes téléphoniques qui mènent à une cabine téléphonique à Miami. Et on prévient les autorités judiciaires américaines et les US Marshals. Grâce à ces informations, le FBI localise la cabine téléphonique d'où Peter appelle sa famille. Et en toute discrétion, les enquêteurs organisent une surveillance sur le site. Les Américains vont se mettre en planque en permanence. Et donc on a installé une sorte de piège, de guet-apens. Quelques jours plus tard, les policiers remarquent un véhicule qui se gare près de la cabine téléphonique. Son conducteur leur paraît suspect. Il semble cacher son visage avec une casquette. Pour le FBI, aucun doute. Cet homme est bien le fugitif qu'il recherche. Alors, il procède aussitôt à son arrestation. Au moment où les policiers américains lui tombent dessus, Schmidt commence par nier qu'il s'appelle Peter Schmidt, etc. Puis, comme ça ne marche pas des masses... Schmidt essaye de corrompre les US Marshals en proposant une somme d'argent parce qu'il avait 48 000 $ sur lui. Ça n'a pas marché, heureusement, et donc il est arrêté et amené au poste de police. Les enquêteurs
veulent maintenant mettre la main sur Aurore. Mais Peter refuse de parler. Les policiers fouillent sa voiture et ils tombent alors sur l'adresse de leur planque. Ils se rendent aussitôt sur place pour arrêter la jeune femme. Julius Marshall intervient in extremis parce qu'en fait, ils sont prêts à partir. Ils sont prêts à partir puisqu'il y a des valises qui sont là, l'appartement est vide. Épilogue dans un dossier à rebondissement. Les tueurs à la lune de miel, les honeymoon killers, comme on les appelait aux États-Unis, ont été arrêtés. Ils se savaient alors recherchés par le FBI. Ils ont vendu bateaux et voitures pour se réfugier dans un immeuble de passage. C'est là qu'Aurore Martin a été cueillie. Elle a commencé par pleurer pendant plusieurs heures. Elle était un peu soulagée parce qu'elle n'avait quitté cet appartement qu'une à deux fois ces derniers mois. Elle savait que la police la recherchait. Cette fois, la traque est bien terminée. En juillet 1997, 2 ans après l'assassinat de Mark, les 2 amants sont extradés vers la Belgique. À leur arrivée à Bruxelles, ils sont aussitôt incarcérés. Les enquêteurs n'attendent qu'une chose, leurs aveux. Mais les premières auditions ne donnent rien. Aurore Martin, elle va maintenir la thèse de l'accident. En ce qui concerne Pedro Schmidt, pour lui, c'est tout à fait simple. Il n'a rien à voir avec cette affaire. Il n'était pas sur les lieux, il n'était pas en Corse au moment des faits et il n'est donc pas impliqué dans cette affaire Van Beers. Peter et Aurore clament leur innocence. Alors pour tenter de les confondre, le juge organise une reconstitution pour voir si la version d'Aurore est plausible. Et il espère voir le couple craquer. La scène se déroule sur le tarmac de l'aéroport de Melsbrook. Le juge demande à Aurore de répéter les faits qui se sont produits en Corse 4 ans plus tôt. Mais la jeune femme semble perdue. Je ne saurais plus vous dire. Je n'ai aucune notion. J'ai aucune notion que je puisse expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai aucune notion. Je ne peux pas vous expliquer. Laissez-moi s'il vous plaît 2 minutes, s'il vous plaît. Laissez-moi 2 minutes sortir. Je ne vais pas m'évader. Je ne vais pas aller nulle part. Je veux qu'on me laisse 5 minutes tranquille. Aurore est déstabilisée. Pour sa défense, elle dit qu'elle a tout oublié. Et Peter, qui affirme ne pas avoir été en Corse à cette période, tente de lui venir en aide. Si il y a une tourne à droite dans ce moment, ça veut dire vous faire un coup et quand même la voiture, les pneus sont allés bas. Oui, donc vous voulez que l'angle soit un peu moins fort. Je veux dire, même c'est possible, la voiture... La reconstitution piétine. Elle n'apporte rien de probant. La police n'a toujours pas d'aveu, ni de preuves solides qui les relient directement au meurtre de Mark. Pour le dossier d'Ursula, la justice déclare qu'elle ne peut pas rouvrir l'enquête. Une nouvelle déception pour ses proches. Aux grandes dames de la famille Deschamps, l'affaire concernant Peter Schmidt et Ursula Deschamps ne pourra pas être rejugée parce qu'on ne peut pas juger 2 fois une personne pour les mêmes faits. Peter échappe donc à un nouveau jugement concernant Ursula. Une victoire pour son avocat. C'était un succès que nous avons estimé important à ce moment-là, espérant que nous allions pouvoir obtenir aussi quelque chose dans le cadre du second dossier. En revanche, il est renvoyé aux assises avec Aurore Martin pour l'assassinat de Mark Van Beers. Alors les 2 amants irrésistibles réussiront-ils aussi à séduire le jury ? Le 9 septembre 2001,
Le procès s'ouvre et toute la presse est au rendez-vous. Aurore Martin, 32 ans, ex-délégué commercial. Peter Uwe Schmidt, 30 ans, ancien caporal. Dès leur entrée dans le box des accusés, on n'entend plus que le cliquetis des appareils photo. L'enjeu est important. Peter et Aurore clament leur innocence et les policiers n'ont que des indices et des témoignages, mais aucune preuve ni aveu. Leurs avocats plaident l'acquittement. Mais le couple sait qu'il risque la perpétuité. Quand Aurore Martin se présente devant ses juges, elle n'a plus rien à voir avec la femme qu'elle pouvait être 5 ans avant. Elle est cassée. La prison a laissé beaucoup de traces sur son physique. Elle est marquée, elle est tirée, elle pleure abondamment. Elle pleure parce qu'elle est émotionnée, qu'elle est émotive, mais elle est contente d'enfin pouvoir s'exprimer. Hein. N'importe qui d'ailleurs comparait en cour d'assises. C'est une épreuve épouvantable à subir. De son côté, Peter fait preuve d'un sang-froid inébranlable. Il maintient sa version. Il n'était pas en Corse la nuit du drame. Peter Uwe Schmidt est, lors du procès, très poli, très maître de lui. Il ne perd jamais le nord. Il a réponse à tout. Il a l'impression que les enquêteurs n'ont pas fait leur travail correctement, qu'on est parti d'une présomption de culpabilité. Tout ça, il en est convaincu. Il a l'air vraiment très confiant. Hein. Pour lui, il sort. Hein. C'est pas possible. Hein. Pour lui, c'est j'ai rien fait, je sors. Moi, je suis non, innocent. Aurore paraît moins sûre d'elle. Alors l'accusation tente de la déstabiliser en insistant sur le mobile financier avec ses assurances-vie qui lui ont rapporté tant d'argent. Mais là encore, elle n'avoue rien. Pour Aurore, c'est un accident de voiture. Et pour Schmidt, il n'était pas là. Point final. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Effectivement, on n'a jamais pu démontrer que Peter Schmidt était en Corse au moment du voyage de noces d'Aurore Martin et de Mark Van Beers. Alors que vont décider les jurés? Le doute va-t-il profiter aux accusés ou au contraire, vont-ils payer cher leur réputation d'amants diaboliques? Le jury se retire pour délibérer. Le 25 septembre 2001, plus de 4 ans après la mort de Mark, le verdict tombe. Et ils sont reconnus tous les deux coupables d'assassinat. La condamnation, c'est 20 ans de réclusion criminelle pour Peter Uwe Schmidt et 15 ans de réclusion criminelle pour Aurore Martin. Je comprends qu'il y ait une différence de 5 ans entre Schmidt et Martin, parce que manifestement, le moteur de cette ignominie, c'est Schmidt. Pour les proches de la victime, ce verdict est une délivrance. C'est surtout un sentiment, je dirais, de soulagement. Et comme je l'avais déjà dit auparavant, de retrouver une certaine sérénité par rapport principalement, et c'était depuis le début notre objectif, par rapport à la mémoire de mon frère. Pour la famille d'Ursula, c'est l'amertume. Et le sentiment d'injustice est terrible. C'est du dégoût de savoir que lui, sa vie continue, et ma hantise un jour de le rencontrer, de le revoir. De notre côté, sa vie à Ursula, elle s'est arrêtée. Aurore Martin a retrouvé la liberté en 2007. Peter Schmidt est sorti l'année suivante pour bonne conduite. Aux dernières nouvelles, les deux amants vivraient toujours ensemble, unis à jamais par le terrible secret de la mort de Mark et Ursula.